Bienvenue dans The Deep Dive. C'est vraiment un réel plaisir de se retrouver pour cette nouvelle plongée au cœur de nos sources. Bonjour. Et oui, le plaisir est complètement partagé. Alors, la mission de cette analyse détaillée aujourd'hui, c'est d'examiner une mutation industrielle majeure. En fait, on va essayer de comprendre comment un seul gigantesque projet situé en plein milieu du désert du Sahara est littéralement en train de réécrire les règles du jeu énergétique. Rien que ça. Ouais, rien que ça. Et l'échelle de ce changement est assez impressionnante quand on regarde les chiffres de près. Car on ne parle pas seulement de l'Algérie, là. C'est une transformation qui va redessiner l'économie de toute l'Afrique du Nord. Et même potentiellement modifier les équilibres sur l'ensemble du continent africain. Exactement. C'est un sujet d'une très grande profondeur et je suis ravie d'être là pour en parler. Il est toujours fascinant d'observer que les grands bouleversements mondiaux, ceux qui modifient véritablement l'architecture de l'économie internationale, ils commencent très souvent loin des regards. Ouais, pas sous les projecteurs des capitales, quoi. C'est ça. Ils ne naissent pas forcément dans les grandes métropoles financières. Parfois, ils prennent forme dans des endroits beaucoup plus isolés, au cœur d'étendues désertiques, là où l'on a l'habitude de ne voir que du sable et des stations de pompage. Le ton de la documentation que nous avons épluchée aujourd'hui est d'ailleurs très clair. Ce qui se construit actuellement dans la région de Hassim et Saoud n'est pas une simple usine de plus. Non, c'est sûr que non. C'est vraiment la matérialisation d'une redéfinition totale de la souveraineté économique d'un pays. Et c'est justement le fil conducteur de tous les documents rassemblés pour cette exploration. Les textes se concentrent sur un pays qui décide de changer radicalement sa doctrine quant à la gestion de ses richesses stratégiques. D'accord, décortiquons tout ça. Il faut d'abord poser le contexte, ce que l'on pourrait appeler le grand paradoxe historique de l'or noir. Un paradoxe assez classique dans la région, mais particulièrement frappant ici. Oui, très frappant. En parcourant les sources, il y a un constat de départ qui saute aux yeux immédiatement. L'Algérie est historiquement l'un des plus grands producteurs de pétrole d'Afrique. Le sous-sol regorge d'un brut d'une qualité exceptionnelle, très léger, qui est extrêmement convoité sur les marchés mondiaux. Oui, très demandé. Et pourtant, pendant des décennies, le pays se retrouvait dans l'obligation d'importer massivement des carburants raffinés, comme l'essence ou le diesel, pour faire tourner sa propre économie. Pour utiliser une analogie simple, c'est un peu comme, disons, posséder un immense verger magnifique. D'accord, je vois l'image. Un verger rempli de pommes parfaites. Mais au lieu de faire votre propre jus, vous vendez les pommes pour 3 fois rien et vous devez acheter votre jus de pomme très cher à l'étranger parce que vous n'avez pas le pressoir. C'est exactement ça. Ce qui est fascinant ici, c'est la mécanique implacable derrière ce paradoxe. C'est le syndrome classique de la dépendance aux ressources. Le fameux syndrome. Voilà. On exporte la matière première à bas coût pour réimporter le produit fini à forte valeur ajoutée. Et en absorbant au passage toute la volatilité des marchés internationaux. Et ça coûte une fortune. Une fortune absolue, oui. Les sources soulignent bien que ce n'était absolument pas un problème de disponibilité des hydrocarbures. Le pétrole, il était là, sous leurs pieds. Le véritable goulot d'étranglement se situait au niveau de l'infrastructure de transformation. Les usines, quoi. Voilà, les raffineries. Pendant de très nombreuses années, les capacités de raffinage locales ont stagné. L'industrie s'appuyait sur des installations vieillissantes conçues à une autre époque et qui étaient tout simplement devenues incapables de suivre le rythme effréné du pays. Et ce rythme, justement, les sources le décrivent comme une pression à double détente, n'est-ce pas? Il y a d'un côté la démographie et de l'autre la modernisation de la société. Exactement. Il faut vraiment mettre les capacités industrielles en perspective avec la trajectoire de la nation. Nous parlons d'une croissance démographique forte et continue, couplée à un développement économique qui exige structurellement toujours plus d'énergie. Des voitures, des camions, des usines. Tout à fait. Il faut plus de carburant pour le transport de marchandises, pour la mobilité des citoyens, pour faire tourner les nouvelles industries, pour le secteur agricole. L'outil de raffinage national n'était tout simplement plus dimensionné pour répondre à une demande intérieure aussi galopante. Donc ils étaient, en quelque sorte, coincés. Le pays s'est retrouvé piégé dans un cycle où plus il se développait, plus il devait acheter son carburant à l'étranger. Le résultat de ce décalage entre la richesse du sous-sol et la faiblesse des usines de transformation, c'est une immense vulnérabilité. En lisant les rapports, on comprend que cette situation rendait la souveraineté énergétique extrêmement fragile face au moindre choc mondial. En fait, s'asseoir sur des réserves colossales de brut ne protégeait absolument pas le consommateur local ou l'industrie nationale. C'est le point névralgique du problème, et c'est très bien documenté dans nos sources. Être dépendant des chaînes de raffinage situées à des milliers de kilomètres, c'est accepter de subir de plein fouet chaque soubresaut de la géopolitique internationale. Une grève dans un port lointain et hop. Exactement.
Une crise diplomatique lointaine, une perturbation sur les grandes routes commerciales maritimes ou simplement une fluctuation brutale des coûts de transformation dans les raffineries européennes ou asiatiques, tout cela se répercutait presque instantanément sur le marché intérieur algérien. Ce qui devait créer un véritable casse-tête pour les finances publiques. Un casse-tête permanent. L'État devait constamment jongler avec des budgets d'importation colossaux pour garantir l'approvisionnement du pays et éviter la paralysie. La souveraineté énergétique, qui semblait évidente sur le papier grâce au volume d'extraction, était en réalité structurellement incomplète. C'est intenable. C'est une position totalement intenable sur le long terme pour une nation dont le modèle économique repose aussi lourdement sur ses hydrocarbures. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Face à ce constat d'échec du modèle précédent, la réponse apportée n'est pas de faire du rafistolage. La stratégie n'est pas de construire une petite unité d'appoint près d'Alger ou d'Oran. Non, on assiste à une rupture totale. Le pays décide de déplacer le centre de gravité de sa création de valeur énergétique vers le sud profond. Ah si, mais Saoud. Voilà, ce nom résonne très fort dans l'histoire industrielle. C'est le berceau historique de l'industrie pétrolière du pays. Mais attendez, installer une usine de cette taille en plein milieu du Sahara, d'un point de vue extérieur, ça ressemble à un cauchemar logistique, non? Totalement. Je veux dire, pourquoi ne pas la construire près des grands ports au nord? Là où se trouve l'essentiel de la population et des infrastructures existantes. C'est là que sont les routes, les villes. C'est une excellente interrogation, car l'intuition voudrait effectivement qu'on rapproche l'usine des consommateurs finaux. C'est ce qui paraît le plus logique, oui. Mais l'analyse logistique et géopolitique détaillée dans nos sources démontre exactement l'inverse. Pendant des décennies, la logique était celle que vous décrivez, une logique d'exportation pure. Le pétrole quittait le Sahara à l'état brut via de longs pipelines vers le nord. Des milliers de kilomètres de tuyaux. C'est ça. Puis il partait par bateau et la valeur ajoutée, le raffinage complexe, la pétrochimie, tout ça se créait hors des frontières. Donc le profit maximum se faisait ailleurs. Absolument. En implantant cette méga raffinerie directement à la source, au-dessus des puits, on court-circuite cette déperdition d'efficacité. Donc on raffine d'abord et on transporte le produit fini ensuite. Précisément. Sur le plan purement logistique, le Sahara offre des atouts incomparables pour implanter des infrastructures industrielles de catégorie lourde. Il y a une disponibilité foncière illimitée. On s'affranchit totalement des contraintes urbanistiques, des problèmes d'expropriation ou des contestations environnementales liées à la proximité des zones densément peuplées du Nord. C'est très logique vu comme ça. De plus, transformer le brut sur son lieu d'extraction réduit drastiquement les coûts de pompage et de transport de la matière première non traitée. L'idée est de créer un écosystème intégré où le pétrole sort de terre et entre presque directement dans le circuit de transformation. Et la documentation insiste lourdement sur l'échelle de l'infrastructure. Ce n'est pas une raffinerie standard. La capacité de production de ce nouveau complexe se chiffre en millions de tonnes par an. Mais ce qui retient surtout l'attention, c'est le bond technologique. Les textes parlent d'unités de distillation extrêmement avancées et de processus de désulfuration de pointe. Un terme un peu technique, oui. Pour ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas familiers avec la chimie industrielle, on parle de désulfuration de pointe pour désigner des procédés complexes qui permettent de retirer le soufre du carburant. L'objectif n'est pas seulement de faire fonctionner des moteurs, c'est de produire un carburant ultra propre qui respecte les normes environnementales internationales les plus strictes. C'est un enjeu majeur aujourd'hui. Cela signifie que chaque goutte d'essence ou de diesel qui sortira de cette usine au milieu du désert sera exportable et utilisable n'importe où dans le monde, y compris sur les marchés européens très réglementés. Cette modernisation technologique est véritablement la colonne vertébrale du projet. Ce qui émerge des rapports techniques de nos sources, c'est le niveau d'automatisation déployé. Il faut s'imaginer un environnement saharien avec des conditions climatiques extrêmes, des températures qui oscillent violemment. Pour opérer dans ces conditions, l'usine intègre massivement des capteurs numériques de dernière génération fonctionnant en temps réel. Un vrai réseau nerveux. C'est le mot juste. Ces systèmes forment un réseau nerveux qui surveille, analyse et ajuste en permanence des milliers de paramètres industriels. La pression dans les cuivres, les gradients de température, les débits des fluides. Qu'est-ce qui retient l'attention dans ce niveau de contrôle technologique? Je veux dire, pourquoi aller si loin? C'est uniquement pour la performance ou il y a autre chose? La performance et le rendement sont primordiaux, bien sûr. Optimiser la réaction chimique à la fraction de degré près permet d'économiser des millions sur une année. Mais l'objectif fondamental, surtout dans un environnement aussi rude, c'est la réduction drastique des risques d'erreurs humaines et la sécurité industrielle. On ne rigole pas avec une usine de cette taille.
Dans une zone stratégique comme Hassim et Saoud, une défaillance n'est pas permise. Les documents font état de caméras thermiques ultra sensibles, de systèmes d'alerte précoce gérés par des algorithmes d'analyse de données et de salles de contrôle centralisées capables de déclencher des protocoles d'arrêt d'urgence à la seconde même où une micro-anomalie est détectée. Et l'infrastructure ne s'arrête pas aux portes de l'usine. C'est vrai, les sources mentionnent un aspect fondamental de la chaîne logistique, le nouveau réseau de canalisation. Absolument. Produire massivement au sud ne sert à rien si l'on ne peut pas acheminer le produit fini vers le nord. Le projet inclut donc le déploiement d'un réseau flambant neuf de pipelines modernes. Ces artères relient directement le complexe de raffinage aux immenses centres de stockage régionaux. Pour sécuriser le flux. Exactement. C'est la garantie d'une fluidité parfaite et sécurisée de l'approvisionnement conçue spécifiquement pour éradiquer tout risque de pénurie dans les grands centres urbains et les zones industrielles de la côte. Alors qu'est-ce que tout cela signifie au-delà de la prouesse d'ingénierie pure? On comprend bien l'exploit de construire un cerveau numérique et industriel dans les sables du Sahara, mais concrètement, quel est le retour sur investissement réel pour l'économie nationale? Les répercussions économiques sont tectoniques. Le premier effet domino le plus immédiat et le plus visible dans les bilans comptables de l'État est financier. En stoppant l'hémorragie des importations massives de carburants raffinés, le pays va mécaniquement conserver des milliards de dollars à l'intérieur de son propre circuit économique. Au lieu de les envoyer à l'étranger. Voilà, ces devises qui s'évaporaient chaque année pour rémunérer les marges bénéficiaires des raffineurs asiatiques ou européens deviennent une ressource souveraine mobilisable. Les montants évoqués dans la documentation sont effectivement vertigineux. Et on voit bien comment cette manne récupérée modifie l'équation budgétaire. Et les textes précisent que ces milliards de dollars économisés annuellement constituent un levier fantastique pour l'investissement public. Ce sont des lignes de crédit entières qui se libèrent pour être réinjectées dans l'économie réelle. La modernisation des hôpitaux, le financement du système éducatif. La construction d'infrastructures civiles, comme des routes ou des stations de dessalement. L'impact est immense. Il y a un autre bénéfice direct qui est crucial pour le tissu social du pays et que nos sources mettent particulièrement en lumière. La création de capital humain. Un complexe technologique de ce calibre ne fonctionne pas tout seul. Il exige une main-d'œuvre qui va bien au-delà des métiers traditionnels de l'extraction pétrolière. Le projet crée un appel d'air exceptionnel pour des emplois hautement qualifiés. On ne parle plus seulement de forêt des puits. Non, on parle d'ingénieurs en procédés industriels, de spécialistes en cybersécurité pour protéger les réseaux de l'usine, de techniciens en maintenance prédictive. D'analystes de données capables de donner du sens au flux d'informations envoyés par les milliers de capteurs numériques. Exactement. C'est une montée en gamme spectaculaire pour le marché de l'emploi. Cela permet d'absorber une partie des jeunes diplômés des universités technologiques du pays et de leur offrir des perspectives de pointe sur le sol national, freinant ainsi la fuite des cerveaux. Si l'on relie cela à la vue d'ensemble, c'est là qu'on observe la métamorphose la plus profonde identifiée dans nos sources. Un rééquilibrage géographique et démographique majeur. C'est un aspect passionnant de cette analyse. Le Sahara n'est plus envisagé sous le même prisme. Historiquement, le Sahara souffrait d'une perception purement extractive. C'était perçu comme un réservoir, une gigantesque mine à ciel ouvert, où l'on se rendait uniquement pour pomper la ressource avant de la renvoyer vers le nord. On prenait et on partait. L'écosystème qui l'entoure, car il faut des centres de maintenance, des laboratoires de contrôle qualité, des bases de vie modernes, des sous-traitants, le désert opère une mutation. Il s'érige en véritable pôle industriel, technologique, un écosystème intégré. Cela modifie littéralement le centre de gravité économique du pays. C'est le but recherché. En créant ce pôle d'attractivité majeur dans le sud, on initie un mouvement qui permet, à terme, d'alléger la pression phénoménale qui s'exerce sur le nord. Les grandes métropoles côtières souffrent d'une hyperconcentration démographique et économique, avec tout ce que cela implique comme stress sur le logement, les transports et les services publics. Ça respire un peu plus, quoi. Développer un pôle d'excellence au Sahara, c'est redistribuer les cartes de l'aménagement du territoire à l'échelle d'un pays qui fait la taille d'un continent. Cette notion de continent nous amène d'ailleurs à la dernière partie de notre documentation, qui élargit considérablement la focale. La portée de ce qui se passe à Hassim et Saoud ne se cantonne pas aux frontières nationales. L'analyse des sources montre que les zones de choc de ce projet se propagent sur l'échiquier géopolitique africain tout entier. C'est là que la stratégie devient continentale.
L'Afrique est décrite dans les textes à travers un paradoxe assez cruel. C'est un continent immensement riche en ressources pétrolières, avec de nombreux pays producteurs de brut, mais qui souffre d'un déficit quasi généralisé de capacités de raffinage modernes. La plupart des pays africains producteurs se retrouvent dans la même situation de vulnérabilité que nous décrivions plus tôt. Ils exportent leur brut et importent leur carburant à prix d'or. Cela soulève une question importante quant à l'avenir des relations commerciales intra-africaines. En augmentant ses capacités de raffinage avec une technologie répondant aux standards mondiaux, l'Algérie fait bien plus que sécuriser son indépendance. Elle change de catégorie géopolitique. Une vraie montée en puissance? Elle se donne les moyens physiques et industriels de devenir le fournisseur de premier rang pour l'ensemble de la région. C'est un renversement total du rapport de force. On passe du pays qui subit les marges imposées par les raffineries étrangères au pays qui détient la capacité d'injecter du carburant prêt à l'emploi dans les réseaux de ses voisins. Et on imagine bien, au vu des carences en infrastructures sur le continent, que la demande régionale pour du diesel ou de l'essence propre est gargantueuse. La demande est en effet structurelle et en croissance exponentielle. C'est ici que l'analyse des sources devient particulièrement pertinente sur le plan diplomatique. Posséder du pétrole brut confère une certaine richesse, certes, mais posséder l'outil industriel qui transforme ce brut en énergie utilisable immédiatement au quotidien, cela confère une puissance géopolitique d'une toute autre dimension. On ne parle plus juste d'argent. Non, on parle de pouvoir. Cela offre à l'État des leviers d'action redoutables pour déployer une diplomatie énergétique robuste. Une diplomatie basée sur la dépendance structurelle des autres nations. Exactement. En devenant la clé de voûte de l'approvisionnement en produits raffinés pour plusieurs pays africains, que ce soit via des corridors routiers transsahariens, des accords bilatéraux ou des réseaux maritimes de proximité, le pays consolide massivement son poids politique dans la région. C'est une stratégie d'intégration régionale où le leadership s'affirme par l'outil industriel et la sécurité des approvisionnements vitaux. C'est tout à fait logique. Les pays voisins seront logiquement enclins à sécuriser leurs importations de carburant auprès d'un partenaire continental direct, plutôt que de dépendre de marchés asiatiques ou européens lointains. C'est une démonstration magistrale des enjeux liés à la maîtrise de la chaîne de valeur. Si l'on devait cristalliser l'essentiel des apprentissages de cette plongée documentaire, on retiendrait que nous analysons en temps réel une transition de modèle économique historique. C'est l'abandon progressif mais ferme d'une logique archaïque, celle de l'économie de rente pure, basée sur l'extraction et l'exportation de matières premières brutes. La fin d'une époque. À la place, on voit émerger une doctrine de transformation locale, de valorisation de la ressource et de contrôle strict des chaînes d'approvisionnement. Le désert, dans cette optique, n'est plus juste un gisement que l'on vide, il devient la plateforme d'une industrie de transformation sophistiquée. Je pense que cette synthèse résume parfaitement la vision exposée dans les sources. Bâtir la valeur ajoutée sur son propre territoire avec son propre vivier d'ingénieurs et asseoir son développement sur une infrastructure de pointe, c'est la définition contemporaine de la résilience économique. Face à la volatilité des marchés mondiaux et aux crises logistiques que nous observons régulièrement, le passage de l'état de simple fournisseur de ressources à celui d'architecte industriel constitue l'étape de maturité absolue pour une nation riche en hydrocarbures. Le niveau de complexité et l'ambition de ce chantier invitent vraiment à la réflexion. Mais avant de clore cette exploration détaillée, il y a une dernière pensée un peu provocatrice qui découle naturellement de nos échanges. Une réflexion à garder en tête pour ceux qui nous écoutent. Si le pari technologique et stratégique de la méga-raffinerie de Hassim et Saoud s'avère être un triomphe, s'il parvient à briser définitivement le cycle de dépendance de l'Algérie et à asseoir son autorité économique régionale, ce succès pourrait-il agir comme un détonateur sur le continent? C'est la grande question. Est-il permis d'imaginer que cette stratégie inspire une révolution industrielle plus large où d'autres nations africaines extrêmement riches en ressources décideraient d'unir leurs forces ou de dupliquer ce modèle? L'objectif serait de cesser définitivement d'exporter la richesse brute de leur sous-sol pour enfin exiger que la transformation, l'innovation technologique et les emplois qualifiés qui en découlent se fassent sur leur propre sol. C'est une hypothèse qui pourrait modifier en profondeur l'équilibre du commerce international tel qu'on le connaît. C'est une interrogation qui met en lumière de formidables perspectives pour l'évolution des dynamiques industrielles mondiales dans les décennies à venir. Et c'est une piste de réflexion parfaite pour prolonger le débat. Merci infiniment d'avoir suivi cette analyse détaillée jusqu'à son terme. Explorer les méandres de cette documentation géopolitique et économique a été extrêmement stimulant. Continuez à observer attentivement les dynamiques qui façonnent l'économie, restez toujours curieux et on se retrouve très vite pour une nouvelle plongée passionnante au cœur des sources. À très bientôt.